Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle de la musique à programme et de son genre le plus populaire, le poème symphonique. La musique à programme est une musique qui tente de représenter des concepts ou des idées extra-musicaux sans recourir aux mots chantés. En effet, dans l'opéra, le lied, la cantate, on a évidemment des liens qui se font hors de la musique simplement par la présence de ces mots chantés. On est donc ici dans une musique purement instrumentale. La musique à programme est un terme qui apparaît au XIXe siècle en même temps que l'expression poème symphonique qui sont tous deux de Franz Liszt. Liszt décrit assez précisément le terme programme. Il s'agit d'une préface ajoutée à une pièce de musique instrumentale au moyen de laquelle le compositeur entend mettre l'auditeur à l'abri d'une interprétation poétique erronée et diriger son attention vers l'idée poétique de l'ensemble ou vers une partie particulière de celui-ci. Pour Liszt, il s'agit donc d'éviter les errements de la pensée quand on écoute simplement des œuvres lors du concert et plus particulièrement de diriger cette écoute du public vers certaines idées en suggérant des sentiments, des récits, des personnages. Cette musique s'incarne principalement dans deux genres au XIXe siècle, à savoir d'une part la symphonie à programme, comme la symphonie fantastique de Berlioz, et d'autre part le poème symphonique, comme par exemple la douzaine de pièces écrites par Liszt à la fin des années 1840. Même si Liszt est l'inventeur de ces différents termes, il est bien conscient qu'il y a des précédents dans l'histoire de la musique. Je vous propose un petit retour en arrière sur ce lien entre programme et musique instrumentale. À l'époque baroque, on a de nombreuses œuvres qui mentionnent dans une préface ou par une autre manière des idées qui proviennent de l'extérieur de la musique elle-même. On a par exemple Dietrich Buxtehude qui va composer cette suite qui s'appelle Die Natureigenschaft oder der Planeten, à savoir la nature ou les propriétés des planètes, qui date d'à peu près 1680. Ces pièces dépeignent le caractère de chacune des planètes, par exemple Mars est dépeint comme quelqu'un de guerrier. Ces pièces sont aujourd'hui malheureusement perdues. À la même période, en France, on va trouver d'innombrables pièces pour clavecin qui portent des titres évocateurs, notamment sous la plume de François Couperin. On va trouver des suites de danse avec des titres comme Le Rossignol en amour, Les Vergers fleuris, L'aimable Thérèse ou encore Le Gaillard boiteux. Un des exemples extrêmement célèbres de ces pratiques au début du XVIIIe siècle sont les 6 sonates bibliques pour clavier, dont le titre complet est en réalité Présentation musicale de quelques récits bibliques. On va y trouver plusieurs histoires qui proviennent de l'Ancien Testament, notamment le combat de David et Goliath, Saoul le mélancolique, le mariage de Jacob ou encore l'histoire de Gédéon. Chez leur auteur Johann Kuhnau, on a vraiment le souci du détail de ce qui est représenté en musique. Il va donc insérer des textes dans la partition pour raconter l'histoire, pour aiguiller l'interprète. Si on prend la première de ces sonates qui raconte donc le combat de David contre Goliath, vous voyez ici qu'on a des indications, par exemple les bravades de Goliath, un peu plus loin, toujours en italien évidemment, la frayeur des Israélites à la vue des géants et leur prière faite à Dieu, ensuite le courage de David et son ardeur à rabaisser l'orgueil de l'épouvantable ennemi avec sa confiance en l'aide de Dieu, et puis plus loin, leur combat et leur querelle, etc. Ce type de procédé qui consiste à insérer du texte narratif dans la musique instrumentale vous fait peut-être penser à un des exemples les plus célèbres de l'histoire de la musique. Il s'agit des 4 saisons de Vivaldi. En effet, dans ses concertos pour violon extrêmement célèbres, édités en 1725, on va trouver une préface avec toute une série d'idées proposées par Vivaldi, dont notamment celle-ci, qui dit que cette nouvelle édition contient les sonnets avec une déclaration distincte de toutes les choses qui y sont expliquées. Il y a donc pour chacun de ces 4 concertos un sonnet qui est présenté dans les premières pages de l'ouvrage et qui sont marqués à chaque ligne par des lettres, et on va retrouver ces lettres dans la partition pour localiser très précisément les intentions littéraires du compositeur, et on retrouve aussi par ailleurs le texte lui-même des sonnets. Vous voyez ici le début du 4e concerto, à savoir l'hiver, avec le rappel des différentes lettres A, B, C, D qui renvoient au sonnet, et puis encore en italien le texte noté, par exemple au début « Trembler violemment dans la neige étincelante » et ça se traduit par une musique précise.
ou encore un peu plus loin au souffle rude d'un vent terrible. Et encore, courir, taper des pieds à tout moment. Vivaldi procède de la même façon dans les 4 concertos qui ont chacun 3 mouvements, et ça obéit évidemment à la règle classique du concerto baroque, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. On trouve donc de nombreux précédents dans la musique pour clavier ou dans la musique pour soliste comme pour violon dans ce cas précis, mais on trouve la même chose dans des œuvres destinées à l'orchestre. Au XVIIIe siècle, on a toute une longue tradition de la Sinfonia Caratteristica qu'on pourrait traduire par symphonie descriptive ou symphonie à caractère, à personnage. Un de ses défenseurs les plus célèbres est sans doute Karl Dieter von Dittersdorf, qui en a écrit un certain nombre, par exemple une symphonie qui va s'appeler Nel gusto di cinque nazioni, en 5 mouvements, qui va représenter le goût de chacune des nations de l'Europe occidentale, à savoir l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France, et, pour faire un tout petit peu exotique, la Turquie également. Le 5e mouvement est une sorte de rondeau avec un refrain qui représente l'Allemagne, et avec des épisodes qui symbolisent les 4 autres nations. Dittersdorf a composé également un cycle de 12 symphonies inspirées par des passages des Métamorphoses d'Ovide qui sont publiés en plusieurs fois. Dittersdorf va préciser dans la partition elle-même, au début de chaque partie, la source littéraire de son inspiration. Vous voyez par exemple ici, livre 1, fable numéro 3, vers 89. Les liens entre musique et signification sont évidemment très anciens et également très variés, de différentes natures. On peut grosso modo faire une triple distinction dans ce type d'usage. Le premier niveau, le plus simple, voire le plus ancien, est celui de la musique imitative qui suit en quelque sorte les préceptes d'Aristote sur l'art, où l'art est justement l'imitation de la nature. On va donner une équivalence sonore ou rythmique d'une réalité physique. L'idée, c'est vraiment de reproduire le plus fidèlement possible un son extérieur dans la musique elle-même. On a toute une série de chansons à la Renaissance qui font usage de cette façon de faire, par exemple le chant des oiseaux ou les cris de Paris de Clément Jeannequin, où l'idée est vraiment de représenter, d'imiter les chants d'oiseaux ou les cris qu'on peut entendre en se promenant dans les rues de Paris. Deuxième niveau, on va trouver la musique descriptive, où ici on va transposer dans son propre domaine des sensations et des phénomènes qui ne sont pas exclusivement sonores. On peut essayer de mettre en musique l'agitation du vent, ou alors les vagues, la mer, la tempête. On ne va pas donner un équivalent sonore, mais simplement un équivalent musical de ces différents gestes qu'on va trouver par exemple dans la nature. On va donc imiter le mouvement et non le son directement. Il s'agit donc ici plutôt d'une sorte de métaphore spatiale. Troisième et dernier niveau, il s'agit de la musique représentative où le compositeur va suggérer un caractère expressif dégagé par une combinaison de sons et de rythmes musicaux. On peut représenter la bravoure de David face à Goliath, le recueillement d'un personnage face à la nature, etc. L'œuvre à programme emprunte évidemment à ces 3 niveaux. Dans les cas déjà examinés, le programme sert à trouver de nouveaux thèmes, de nouvelles couleurs typiques, de nouvelles formules rythmiques. Il s'agit donc de particularisme. Il n'y a pas une influence majeure du programme sur le langage musical, sur l'harmonie, sur la forme. On a très souvent l'utilisation d'une forme classique. Les suites pour clavier mentionnées précédemment obéissent au même schéma que les suites sans programme qui sont donc calquées sur des danses. On va avoir plusieurs mouvements de forme binaire qui s'enchaînent avec dans chacun de ces mouvements une première partie qui part de la tonalité principale et va jusqu'à la dominante, et la deuxième partie qui part de la dominante et revient à la tonique par exemple. Dans les 4 saisons de Vivaldi, on a l'utilisation d'une forme classique de concerto, à savoir en 3 mouvements, vif, lent, vif, avec une alternance d'épisodes entre soliste et tutti, et puis un parcours tonal qui est quasiment codifié comme dans tous les autres concertos sans programme. Au tournant du 19e siècle, il y a une volonté d'utiliser cette musique à programme pour échapper au moule traditionnel de la musique classique.
Le contexte est évidemment celui du concert public, qui est une invention assez récente. À l'origine, on y joue essentiellement de la musique spirituelle, des airs d'opéra ou des concertos de solistes renommés invités. C'est dans ce type de concert que se produisent par exemple le célèbre Castra Farinelli ou le violoniste Paganini. En introduction aux parties solistiques, on va très souvent trouver une pièce symphonique qui peut être une ouverture d'opéra ou une ouverture qui sert pour une pièce de théâtre. Petit à petit, on va composer des œuvres indépendantes, des sortes de mini-drames qui racontent une histoire de façon purement symphonique. Parmi ces ouvertures de concert, qu'elles soient de théâtre ou indépendantes, on peut citer celles de Beethoven, notamment Egmont, Coriolan ou encore Léonore. On a également Mendelssohn qui en compose toute une série, Mélusine, Mer calme et heureux voyage ou encore Les Hébrides. Un peu plus tard, on trouve Schumann qui en écrit 3, notamment 1851, Jules César, La fiancée de Messine et encore Hermann et Dorothée. Ces ouvertures de concert sont composées en un seul mouvement, on n'a pas un sectionnement en différents mouvements comme dans la symphonie classique. Petit rappel peut-être utile pour certains sur la symphonie classique, ce genre véhicule un certain nombre de conventions. Par exemple, on a en principe 4 mouvements, avec un premier mouvement qui est rapide, souvent de forme sonate, un deuxième mouvement lent, un troisième mouvement qui peut être un menuet ou un scherzo, et puis un final rapide qui peut être un rondo ou de forme sonate également. On a donc des conventions qui provoquent des attentes chez le public évidemment. Les sinfonies caractéristiques que j'ai mentionnées tout à l'heure renouvellent un tout petit peu le propos, mais conservent quand même un cadre classique. C'est une nouvelle orientation qui va renouveler le genre, c'est celle de la symphonie à programme. Un des grands modèles de cette symphonie à programme est la 6e symphonie de Beethoven, créée en 1808, qu'on sous-titre la symphonie pastorale. Cette symphonie va casser les contraintes classiques énumérées tout à l'heure en les justifiant par la signification du programme lui-même. Elle est notamment en 5 mouvements. On voit ici le détail. Le premier mouvement, éveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne. Ensuite, scène au bord du ruisseau, réunion joyeuse des paysans, orage, tempête, chant des bergers, sentiment de joie et de reconnaissance après l'orage. On a donc dans cette symphonie des références à des choses qui se trouvent en dehors de la musique elle-même, par exemple des scènes champêtres ou des scènes d'orage. Je vous propose d'écouter ici un extrait de cette fameuse scène d'orage. Chez Beethoven, on n'a pas vraiment une description pas à pas de tout ce qui se passe dans la musique, mais plutôt une évocation. On n'a pas un programme très précis. Beethoven va d'ailleurs ajouter, à côté de son titre, en allemand, plutôt expression de sentiment que peinture. Cette 6e symphonie de Beethoven va énormément influencer un des compositeurs phares de ce mouvement de la musique à programme, qui est Hector Berlioz. Berlioz va composer peut-être la plus célèbre symphonie à programme du 19e siècle qui s'appelle la Symphonie fantastique, sous-titrée Épisode de la vie d'un artiste et qui a été créée en 1830. Il s'agit d'une symphonie quasi autobiographique qui est donc une réponse émotionnelle du compositeur à une situation dramatique particulière. Elle compte 5 mouvements avec rêverie, passion, ensuite un bal, scène au chant, marche au supplice et finalement songe d'une nuit de sabbat. Ce mouvement final est extrêmement célèbre pour l'utilisation du dies irae grégorien à l'orchestre.
s'agit d'une symphonie à programme dans sa plus pure définition, puisqu'en réalité, il y a vraiment un programme qui sera distribué au public lors de la première. Dans une lettre d'avril 1830, Berlioz fait part à un de ses amis de ce projet, dont voici le sujet qui sera exposé dans un programme et distribué dans la salle le jour du concert. Et plus bas, on peut lire « Voilà comment j'ai tissé mon roman, ou plutôt mon histoire ». Les mentions roman et histoire sous la plume de Berlioz sont évidemment extrêmement importantes puisqu'on a quasiment une transformation littéraire de la musique. Berlioz va beaucoup théoriser cette approche de la musique à programme et de l'imitation musicale. On trouve un article assez célèbre qui date des 1er et 8 janvier 1837, publié dans la Revue et Gazette musicale, qui s'intitule justement de l'imitation musicale. Il va composer plusieurs autres symphonies à programme, dont 4 ans plus tard, la célèbre Harold en Italie avec un alto solo. J'imaginais d'écrire pour l'orchestre une suite de scènes auxquelles l'alto solo se trouverait mêlé comme un personnage plus ou moins actif, conservant toujours son caractère propre. Je voulus faire de l'alto en le plaçant au milieu des poétiques souvenirs que m'avaient laissés mes pérégrinations dans les Abruzzes, une sorte de rêveur mélancolique dans le genre du Childe Harold de Byron. De là le titre de la symphonie, Harold en Italie. Dans les années 1830 et au début des années 40, on a donc un goût assez prononcé pour ces nouvelles formes de musique à programme, ce qui nous permet de retourner à notre point de départ, à savoir Franz Liszt. Liszt est évidemment connu à l'époque pour être un des plus grands pianistes virtuoses de son temps. Il évolue dans les salons parisiens, mais à la fin des années 40, il va se retirer des feux des projecteurs pour occuper un poste à Weimar. Il va y séjourner entre 1848 et 1861 et il sera fortement influencé par la princesse Caroline von Wittgenstein qui y réside. La princesse Wittgenstein est une intellectuelle avec une immense culture tant littéraire que philosophique, et puis elle va amener Liszt à de nouvelles réflexions sur la musique. Il y a tout un cercle d'intellectuels et de musiciens, compositeurs qui évoluent autour de Liszt à Weimar, et on va appeler d'ailleurs ce cercle la nouvelle école allemande un petit peu plus tard. Il y a évidemment des préoccupations sur l'avenir de la musique, ou la musique de l'avenir, Zukunftsmusik comme l'appelle Liszt. Le point central est évidemment ici la sémantisation de la musique instrumentale qui va être opposée à la musique pure. C'est un grand débat du milieu du 19e siècle, et puis l'autre camp est représenté par Hans Lieg, qui est un des grands spécialistes de l'esthétique musicale. On va avoir vraiment des centaines de pages écrites au sujet de ce débat entre le pouvoir expressif, descriptif de la musique, ou la nécessité pour la musique simplement de se référer à elle-même uniquement. Liszt répond quant à lui très clairement à la question. La musique est selon lui asservie au programme, contrairement aux nombreux exemples baroques ou classiques que j'ai cités au début de la vidéo. Pour Liszt, l'ensemble de la musique est vu comme une description littéraire ou narrative. Il va proposer un nouveau genre, une nouvelle étiquette en tout cas, Sinfonische Dichtung, poème symphonique, pour briser les liens avec la symphonie. On va plus avoir ce titre symphonique qui est évidemment connoté, qui véhicule une longue tradition, et surtout l'idée de la musique pure qui ne fait référence à aucun élément extérieur à elle-même. La logique même du langage musical n'est plus interne, elle dépend essentiellement des développements du programme, comme on peut le voir ici dans un des écrits de Liszt. Dans la musique à programme, le retour, le changement, la modification ou la modulation des motifs sont conditionnés par leur relation à l'idée poétique. Toutes les considérations exclusivement musicales, bien qu'elles ne doivent pas être négligées, sont subordonnées à l'action du sujet donné. Durant cette période de Weimar extrêmement prolifique, Liszt va composer une douzaine de poèmes symphoniques qui seront publiés en 2 cahiers de 6 poèmes chacun. Dans la première publication de 1856, on va trouver Tasso, les Préludes, Orpheus, Prométhéeus, Mazeppa et Festklänge. Et dans le second volume, on va trouver Héroïde funèbre, Hungaria, Ce qu'on entend sur la montagne, Die Ideale, Hamlet et Unenschlacht. On peut prendre l'exemple des préludes, donc le numéro 3 dans cette suite de poèmes symphoniques, qui est inspiré de lectures de Lamartine. Donc d'après Lamartine, vous voyez ici le programme, les préludes d'après Lamartine, poème symphonique numéro 3 de Franz Liszt, et puis vous avez un petit texte qui met dans des conditions
psychologique propice à l'écoute, l'auditeur et aussi évidemment le compositeur dans un premier temps. Le langage musical, le langage formel aussi, va beaucoup évoluer sous la plume de Franz Liszt, puisqu'il est justifié par les arguments extra-musicaux justement. Donc on va trouver beaucoup de nouveautés, beaucoup d'aventures en réalité tonales, formelles dans ces pièces. Ce nouveau genre qui porte quelque part l'avant-garde de son temps va énormément marquer les pays voisins. On a notamment un témoignage de Camille Saint-Saëns qui résume bien cette généalogie et cet engouement. Avec ses célèbres poèmes si diversement jugés, avec les symphonies Dante et Faust, nous voici en présence d'un Liszt tout nouveau, celui de Weimar, le grand, le vrai, que la fumée de l'encens brûlé sur les autels du piano avait voilé trop longtemps. Entrant résolument dans la voie ouverte par Beethoven avec la symphonie pastorale et si brillamment parcouru par Berlioz, il déserte le culte de la musique pure pour celui de la musique dite à programme qui prétend à la peinture de sentiments et de caractères nettement déterminés. Il brise le moule de l'antique symphonie et de la vénérable ouverture, n'en ayant plus d'autre que celle qu'il plaît à l'auteur de créer pour la circonstance où il lui convient de se placer. La jeune génération française va vraiment être marquée par ces poèmes symphoniques de Liszt, à commencer par Saint-Saëns qui va composer plus tard Danse macabre ou encore La jeunesse d'Hercule. On trouve à côté de Saint-Saëns d'Indy, Duparc, César Franck ou encore Chausson qui vont en écrire toute une série. Peut-être le poème symphonique français le plus connu du grand public est celui de Paul Dukas, composé en 1897, qui s'appelle L'apprenti sorcier. On a ici vraiment une narration extrêmement exemplaire en réalité, qui fonctionne très très bien, qui suit au plus près l'histoire originelle. Dans la seconde moitié du 19e siècle, on a en Europe la constitution des nouveaux États-nations, et il y a tout un courant là derrière qu'on appelle les écoles nationales, qui visent à mettre en avant les productions artistiques notamment de ces différentes nations qui étaient, on va dire, noyées dans les anciens empires issus du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le poème symphonique va être le véritable véhicule de ces nouvelles écoles nationales musicales. On va utiliser ce nouveau genre pour faire passer ces idées nationales, soit en racontant des légendes anciennes, soit en utilisant notamment du matériel mélodique folklorique traditionnel. C'est dans ce cadre qu'on peut par exemple expliquer la production de Smetana, qui est un compositeur tchèque qui va rencontrer Liszt à Weimar en 1857. Il sera extrêmement marqué et puis va lui-même composer des cycles de poèmes symphoniques. Son plus célèbre est celui qui s'appelle Ma Vlast, qui veut dire donc Ma patrie, qui est un cycle de 6 poèmes symphoniques qui racontent son pays natal, différents aspects de son pays. Russie, on trouve également une école nationale extrêmement forte avec Glinka, Balakiriev, Moussorgsky, Borodine ou encore Rimsky-Korsakov qui vont composer des poèmes symphoniques extrêmement célèbres. On peut citer de Moussorgsky le célèbre Une nuit sur le Mont Chauve ou encore de Borodine, un poème symphonique qui est très souvent utilisé dans les écoles avec les jeunes enfants, qui s'appelle Dans les steppes d'Asie centrale. Les pays nordiques n'échappent pas non plus à cette mode. On va trouver en Finlande Sibelius qui compose notamment Finlandia ou encore Tapiola sur des légendes nordiques. On trouve Krieg en Norvège qui écrit par exemple Sigurd Josaflar ou encore Nilsson au Danemark. Bien plus au sud, en Italie, on peut encore mentionner Respighi avec ses fameux pins de Rome et ses fontaines de Rome. Si le poème symphonique rencontre un grand succès dans les écoles nationales, dans les pays périphérique à l'ancien empire austro-allemand. Paradoxalement, il a moins de succès dans sa propre patrie, à savoir l'Allemagne et l'Autriche. Ces régions sont dominées dans la seconde moitié du 19e siècle par la symphonie, avec notamment Brahms et Bruckner. Il y a une exception notable à ce paradoxe, c'est celle de Richard Strauss, qui va composer parmi les plus célèbres poèmes symphoniques de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Dans sa jeunesse, Richard Strauss va rencontrer
rencontré Alexandre Ritter, qui était un musicien allemand d'origine russe, qui était un disciple de Liszt et un neveu par alliance de Wagner. C'est par cette amitié que va naître le goût chez Strauss du wagnérisme d'une part et aussi de la musique à programme lisztienne. Il va pousser le poème symphonique à son extrême avec des pièces qui peuvent durer 30, 40, 50 minutes. Je peux en citer quelques-unes ici, Tod und Verklärung, Macbeth, Die Eulenspiegel, Also sprach Zarathustra, Don Quichotte, Une vie de héros ou encore Ein Alpensymphonie. L'introduction de Also sprach Zarathustra est certainement l'extrait le plus connu du grand public puisqu'il est notamment utilisé dans l'introduction de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Strauss est évidemment un représentant tardif de ce genre. En réalité, au début du XXe siècle, les idées romantiques déclinent et donc le poème symphonique, qui est une de ses incarnations, décline également. La fonction expressive, subjective de la musique est vivement critiquée par l'avant-garde. On veut développer un langage musical indépendant de toute contrainte extérieure. C'est aussi évidemment le règne de l'abstraction musicale avec le dodécaphonisme ou le retour à des choses un peu plus nette, un peu plus claire, comme tous les courants néoclassiques. On cherche en réalité une musique qui se veut objective et non plus subjective. Le poème symphonique a donc une existence assez courte, mais extrêmement prolifique. C'est également une réussite pour dépeindre des idées imprécises, comme l'héroïsme, la lamentation, la créativité, etc. Malgré tout, les compositeurs ne sont pas tout à fait arrivés à une fusion totale et d'égal à égal entre la littérature et la musique. La raison principale est peut-être ontologique. En réalité, l'architecture de la musique n'est pas la même. On a toute une série de procédés très chers à la musique, comme la répétition, l'équilibre, la symétrie, le retour d'un thème, les modulations, qui n'ont pas d'équivalent direct dans la littérature ou dans la peinture. Ce genre demeure toutefois un incontournable de la musique romantique, puisqu'il a produit une partie des plus grands chefs-d'œuvre du XIXe siècle. Je vous remercie de votre attention tout au long de cette vidéo. Pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce en l'air, laisser un commentaire ou aller sur ma page Utip. Pour être tenu au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.